Alors bonjour tout le monde. Pour faire ce qu'on a à faire ensemble, pour voir ce qu'on a à faire ensemble, vous allez devoir prendre le document que la personne qui me remplace vous a donné. Donc vous prenez ça, la séparation des mélanges, prenez un crayon à lamine, installez-vous, vous pouvez peser sur pause le temps que vous installez, mais vous devez prendre ce document-là, puis moi je vais regarder le document avec vous. Puis j'ai des choses à vous expliquer, puis vous allez devoir peut-être souligner des petites affaires dedans. Donc, la première chose, c'est que ça parle des moyens de séparation des mélanges. Puis ça, les moyens de séparation, on les a vus ensemble. On avait vu ça en classe, puis on avait vu ça dans ce qu'on avait appelé la fiche 2. Cette fiche 2-là, elle parlait des procédés de séparation. Ne sortez pas cette fiche-là tout de suite, mais c'est juste pour vous dire qu'on en avait vu quelques-uns. Ici, je ne voulais pas prendre des notes. On prendra ces notes-là dans une fiche plus tard ensemble en classe. Mais là, je veux juste vous expliquer quelques moyens de séparation supplémentaires, puis ça va vous permettre de faire le travail que je vais vous demander. Donc, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre document qui est celui-là, puis je vais revenir sur quelques moyens de séparation qui ne sont pas les mêmes que moi j'ai, ben, pas tous les mêmes que j'ai vu avec vous en classe, mais par exemple, la décantation, nous, on l'a vu. Décanter un liquide, c'est quoi? C'est le séparer par soi-même et attendre que celui qui est le plus dense se dépose au fond par simple action de la gravité. Je sais pas, ça s'appelle la décantation. La décantation, c'est juste la gravité qui va faire son œuvre. On a seulement à patienter. On fait seulement reposer le mélange. Puis quand on fait reposer le mélange, on l'a vu ensemble, ça s'appelle la sédimentation. Donc, après quelques minutes, éventuellement, les constituants vont se déposer au fond. Mais après la sédimentation, si vous vous souvenez bien, on a dit qu'une fois qu'ils sont bien séparés, vous voyez ici, ils sont séparés, on peut les décanter. Les décanter, ça veut dire les transvider dans un autre vase. Donc, ce qu'on vous mentionne dans le document que vous avez devant vous, c'est que la décantation, tout ce qu'on fait, on transverse les deux liquides une fois qu'ils sont séparés. On a attendu, imaginez-vous, vous avez de l'alcool et de l'eau. Pas de l'alcool et de l'eau, pardon, on pourrait plutôt dire de l'huile minérale, admettons, et de l'eau colorée. Ben, les deux se sont séparés. Celui qui est le plus dense est allé au fond, celui qui était le moins dense, c'est-à-dire la masse volumique la plus petite, est allé sur le dessus. On a attendu, par exemple, quelques heures. Une fois que ça a été comme ça, on a transvidé les liquides. Puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on transverse doucement le liquide dans un autre récipient, comme j'ai montré la dernière fois. Donc ça, c'est la décantation. En fait, c'est le deuxième que moi, je vous avais montré. Puis avant, on avait vu la sédimentation. Mais eux, dans le document, ils commencent avec la décantation. Un autre moyen qu'on n'a pas parlé, mais qui est intéressant, c'est une centrifugeuse. Une centrifugeuse, là, c'est une machine qui va séparer les constituants par la force gravitationnelle, mais qui est accélérée par la force centrifuge. Je m'explique. Cette machine-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne comme ça. Elle tourne énormément vite. Puis, les petites éprouvettes que vous avez à l'intérieur, ils sont placés à angle. Là, on ne le voit pas très bien, mais ils ont un certain angle, comme ça, avec quand on ferme la centrifugeuse, les éprouvettes, ils vont se mettre en angle. Puis, puisqu'ils vont tourner super vite, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer les objets, les particules les plus pesantes vers le fond, puis ça va séparer les substances comme ça. Autrement dit, qu'est-ce que c'est? C'est comme une décantation, c'est comme une sédimentation, mais qui est accélérée par la force centrifuge. Donc, par exemple, on utilise ça pour séparer les constituants du sang. Le sang, lui, il y a des particules solides dedans, les globules, puis il y a du liquide qu'on appelle le plasma. Si on veut séparer le sang, on prend une centrifugeuse comme ça, on met un petit peu de sang à l'intérieur, puis admettons qu'on veut juste garder les globules rouges, les globules blancs pour pouvoir les observer. À mesure que la machine va tourner, tous les particules solides vont descendre vers le fond. Le plasma, lui, va se retrouver sur le dessus. Là, vous allez avoir tous vos globules ici. Et ce que ça va faire, ça va nous faire une séparation de mélange par centrifugation. Donc ça tourne super vite. Une fois que ça tourne, ça attire les objets vers le fond. C'est comme une sédimentation, mais accélérée. Alors, une centrifugation. On utilise une centrifugeuse. Donc, ce qu'on vous dit, vous pouvez lire, là, est placée dans un appareil qu'on appelle une centrifugeuse. Comme le mélange tourne très vite, la séparation des constituants est beaucoup plus rapide que lors d'une décantation. Donc, c'est comme si on accélérait la décantation. Lorsque les constituants du mélange sont séparés, on procède comme pour une décantation. On transverse doucement le liquide dans un autre récipient. Donc, on fait ça pourquoi? Pour séparer des constituants solides de constituants qui sont liquides, des constituants qui sont non miscibles, c'est-à-dire qui font, vous savez, pas une phase, mais qui font bel et bien deux phases, puis séparer les constituants plus rapidement. Ça accélère le processus qui est en haut. Donc ici, ça peut prendre un certain temps. Mais avec une centrifugeuse, ça va plus vite.
Donc, séparer des constituants qui sont non miscibles, mais de façon accélérée. Ça s'appelle la centrifugation. Ensuite de ça, le tamisage. Bon, vous avez probablement déjà vu un tamis en cuisine, utilisé en cuisine. Ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a des constituants qui sont en phase solide, puis qui sont plus gros que les autres, on veut les tamiser, c'est-à-dire les séparer, séparer les grosses particules des petites particules, des particules les plus fines. Donc, on brasse le tamis, puis ça nous permet d'avoir une séparation de ce qui est plus gros versus ce qui est plus petit. Donc, ça consiste à faire passer un mélange à travers un tamis dont les trous ont une taille déterminée, dépendamment de ce qu'on veut tamiser. Un tamis est un instrument formé d'un grillage, généralement en métal ou en plastique, puis ça permet de séparer les constituants solides selon leur taille. Peut-être qu'on ne veut pas, par exemple, si c'est de la farine, on ne veut pas de gros morceaux de farine, si on veut seulement de la petite poudre de farine, on prend un tamis qui est très mince, puis on le brasse pour aller chercher juste la petite poudre de farine qu'on a besoin. Donc ça, c'est le tamisage, puis c'est pour séparer les constituants des mélanges qui présentent une ou des phases solides. Ça fonctionne pour les solides, parce que c'est deux solides. Par exemple, des gros morceaux solides de farine versus des petits morceaux. Mais lorsqu'on utilise la filtration, le principe, c'est que c'est pour séparer des constituants solides et liquides. Par exemple, pour le café. Du café, c'est solide, mais on va mettre de l'eau liquide, puis on veut seulement que l'eau passe à travers le café, aille chercher la saveur puis le goût du café, puis la caféine, puis que ça amène ça dans le bas ici, dans ce qu'on va recueillir, le filtrat qui est en bas. Ça, vous l'avez fait en classe. Mais la filtration, on utilise un filtre, qui est souvent en papier ou en tissu, puis le fil retient les constituants solides à l'intérieur. Puis ces constituants solides-là, ben, on l'a vu ensemble dans notre petit PowerPoint qui était ici, qu'on a fait ensemble, les constituants ici. Donc, le principe est le même. Là. Vous avez le mélange à filtrer, vous avez le filtrat qui est recueilli ici. Donc, le liquide qui est isolé, le résidu qui serait le café, puis le papier filtre. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. Puis ça s'appelle la filtration. C'est pour des particules qui sont solides, qu'on veut garder à l'intérieur du filtre, puis on veut laisser passer le liquide. Ensuite de ça, vous avez, qu'est-ce qu'on a ici? L'évaporation, qui est un moyen de séparation. L'évaporation, c'est assez simple quand on y pense. Là. Le principe est relativement simple. Imaginez que j'ai une plaque chauffante, par exemple, ou j'ai un brûleur, là, avec, imaginez que c'est une flamme, puis c'est un petit brûleur qui envoie de la chaleur, là, okay? Puis qui chauffe un liquide. Vous prenez de l'eau salée. Okay? Imaginez-vous que ça, c'est de l'eau salée. Les petites particules que vous avez, c'est du sel. D'accord? Si les petites particules, c'est du sel, vous avez de l'eau salée en suspension. Ça fait en réalité ce qu'on appelle un mélange homogène, parce qu'il y a seulement une phase. Là, j'ai mis le sel en bleu, mais normalement, vous ne le voyez pas. Puis ce que vous faites, c'est que vous faites chauffer l'eau. Puis une fois que les particules d'eau vont s'évaporer, bien, elles vont sortir, les petites particules d'eau, une fois que vous chauffez l'eau. Puis lorsque toutes les particules d'eau vont être évaporées, il va seulement rester le sel à la fin. Donc ça, c'est une façon de séparer l'eau du sel. Si on veut obtenir toute l'eau qui est à l'intérieur de ça, on fait simplement chauffer l'eau. Une fois que l'eau va atteindre 100 degrés Celsius, par exemple, son point d'ébullition, les particules d'eau vont partir sous forme de vapeur et il va rester les particules qui sont solides. C'est ce qu'on appelle un processus de séparation par évaporation. Donc, quand vous le regardez juste ici, on vous montre l'évaporation d'eau salée. Donc, vous aviez par exemple de l'eau salée au début, puis vous avez juste le sel qui reste à la fin. Donc, l'évaporation consiste à laisser le constituant liquide d'un mélange s'évaporer à la température ambiante. Bon, évidemment, ici, j'ai fait le processus un peu accéléré d'ébullition, parce que là, on a chauffé pour provoquer l'évaporation. Mais si vous laissez sur le comptoir de l'eau salée s'évaporer tranquillement à température pièce, ben, pendant une douzaine d'heures, par exemple, pendant toute une nuit, vous allez revenir, il n'y aura plus d'eau, l'eau va s'être évaporée dans l'atmosphère, dans l'air, puis il va rester seulement du sel au fond, dans l'exemple qu'on a. Donc, ça évite de détériorer les constituants solides en chauffant le mélange. C'est-à-dire qu'ici, on ne le fait pas chauffer. À l'inverse de ce que je vous expliquais, là, on le fait évaporer naturellement. Par contre, on peut chauffer les liquides, donc ça s'appelle de l'évaporation. Par contre, on peut chauffer les liquides. Ça s'appelle le processus de distillation. Le processus de distillation, c'est très logique aussi. C'est par processus de chauffage. Je vous explique ça assez rapidement, mais si vous écoutez bien, c'est facile à comprendre. Okay. La distillation, on pourrait la décrire comme ceci. Imaginez-vous que j'ai deux liquides miscibles, d'accord? J'ai de l'alcool en rouge
et j'aurais de l'eau, par exemple, qui sera en bleu. Donc, les deux sont mélangés. Là, j'ai mis des couleurs, mais normalement, on ne peut pas les voir. L'eau et l'alcool est séparé. Si je voulais séparer l'eau et l'alcool, l'eau, ça bout. OK? La température d'ébullition de l'eau, pure en tout cas, c'est 100 degrés Celsius. À partir de 100 degrés Celsius, si je chauffe de l'eau dans un bécher, à partir de 100 degrés Celsius, les particules d'eau vont se mettre à s'échapper, à s'évaporer. C'est le point d'ébullition de l'eau, passe sous forme gazeuse. L'alcool, l'alcool, le point alcool, non, excusez, alcool. L'alcool, le point d'ébullition de l'alcool, bon, dépendamment du type d'alcool, mais c'est autour de 78 degrés Celsius. Donc, si je chauffe à 78 degrés Celsius de l'alcool, à partir de 78 degrés Celsius, les particules d'alcool vont se mettre à s'évaporer. Bon. Si vous tenez compte de ce principe-là, ce qu'on fait, il y en a certains qui ont compris, si je voulais séparer l'alcool de l'eau à l'intérieur de mon ballon jaugé qui est ici, de ma fiole jaugée, ce que je fais, je chauffe mes particules, je chauffe l'eau qui est alcoolisée, donc mon mélange d'eau et d'alcool, puis là, je vais chauffer. Puis là, je vais obtenir 20 degrés Celsius pour mon liquide qui est ici. Ce liquide-là. 20 degrés Celsius, 30 degrés Celsius. Là, je chauffe, je chauffe. J'arrive à 50 degrés Celsius, 60 degrés Celsius. Là, il n'y a rien qui se passe. Je fais seulement chauffer le liquide. Arrivé à 70 degrés Celsius, je chauffe un petit peu plus. Quand j'arrive à 78 degrés Celsius, il y a seulement les particules d'alcool qui vont se mettre à s'échapper. Puis ils vont être maintenus dans le petit tube qui sert à distillation ici. Alors moi, je peux observer avec mon thermomètre, quand j'arrive à 78 degrés Celsius, je sais qu'il y a seulement les particules d'alcool qui vont s'évaporer. Je ne suis pas encore rendu à 100, l'eau reste là. Et ce que je fais, puisqu'elles sont sous forme de gaz, les particules d'alcool sous forme gazeuse, pour les ramener à l'état liquide, je fais seulement les refroidir. Alors ce que je fais, c'est que j'envoie de l'eau froide dans un tube. Ce tube-là m'envoie, c'est comme si vous aviez le tuyau qui passe à l'intérieur du tube. Le tube d'eau froide est en contact avec le tube. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'intérieur. Puisque j'envoie de l'eau froide qui est ici, donc ça c'est H2O, mais froide, cette eau froide-là va refroidir le gaz qui est fait d'alcool. Donc l'alcool gazeux qui passe ici, il se fait refroidir. Puis quand on a un gaz qu'on refroidit, éventuellement ça devient comme un liquide. Puis ce liquide-là, je vais le recueillir à part. Puis là, je vais me retrouver avec mon alcool d'un côté, puis mon eau de l'autre côté. Ça s'appelle un processus de distillation. Je fais chauffer les liquides, et dépendamment de leur point d'ébullition, je suis capable d'en évaporer un. Si je ne chauffe pas assez pour évaporer l'autre, ben, celui qui a le point d'ébullition le plus bas va s'évaporer, puis je peux le refroidir avec un processus que je vous expliquerai plus en détail au prochain cours. Puis en le refroidissant, il va se condenser, puis il va devenir sous la phase liquide, puis je vais pouvoir le récupérer. Ça s'appelle la distillation. Donc, si on regarde ce qu'eux disent dans le document, ça consiste à chauffer un mélange jusqu'à ébullition afin de récupérer les gaz produits quand ils atteignent leur point d'ébullition, les liquides. On refroidit ensuite ces gaz dans un tube réfrigérant ou de la glace pour les liquéfier. Les liquéfier, c'est les faire redevenir à l'état liquide pour les récupérer par la suite. Ça sépare des solutés et des solvants dans les solutions qui sont liquides, donc soluté et solvant, celui qui est en plus petite quantité versus en grande. Puis on récupère les liquides dans des mélanges, les différents liquides des mélanges liquides. Ensuite, si vous allez à la page suivante, moi je vous demande de faire ces pages-là et tous ces numéros-là pour le prochain cours. C'est pas si pire, là. Vous êtes capable d'y arriver. Vous ne serez peut-être pas capable de répondre à toutes les questions. Mais je vous demande quand même de faire un effort pour pouvoir y arriver. D'accord? Donc, vous avez quelques pages à faire. En fait, vous en avez 1, 2, 3 et 4. 4 pages à faire. Mais vous avez quand même jusqu'à la semaine prochaine pour y arriver. Donc, le devoir, c'est de faire ces différentes pages-là. S'il y a vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas de panique, je comprends que je n'étais pas là, mais essayez quand même de répondre à la plupart des questions. Puis moi, je vais regarder ça avec vous. Donc, essayez de faire un effort pour me donner le maximum de réponses possibles. Merci.